Malgré les guerres, le Congrès des États-Unis privilégie les questions de politique intérieure, dans un face-à-face devenu un rituel pluriannuel. Démocrates et républicains ont réussi à se mettre d'accord sur une rallonge budgétaire temporaire pour éviter une fermeture du gouvernement fédéral, le fameux shutdown. Le vote d'une nouvelle aide à l'Ukraine est de moins en moins garanti. Le président de la Commission des forces armées du Sénat, le sénateur démocrate Jack Reed, a eu un message clair, mardi 14 novembre à Washington. La première priorité est d'éviter la fermeture du gouvernement. La seconde est de voter l'aide à Israël et à l'Ukraine. Pour éviter une fermeture du gouvernement fédéral, à 3 jours de la date limite du vendredi 17 novembre, le nouveau speaker de la Chambre des représentants, l'ultra-MAGA, Make America Great Again, le slogan de Donald Trump, Mike Johnson, encore inconnu il y a 3 semaines, a choisi de reconduire les niveaux de dépenses fédérales en ignorant la pression des élus extrémistes qui souhaitaient une baisse drastique du budget de plusieurs agences fédérales, dont le FBI et l'IRS, le service des impôts. Un compromis nécessaire pour allier le Sénat, à majorité démocrate. Mais pour apaiser la majorité républicaine de la Chambre des représentants, la rallonge budgétaire ignore la demande urgente de la Maison-Blanche, soutenue par le leadership républicain et démocrate du Sénat, d'une aide internationale supplémentaire de 106 milliards de dollars, qui concerne en particulier l'Ukraine, ainsi qu'Israël et l'Indo-Pacifique, à un an de la présidentielle de 2024. Le compromis illustre la priorité donnée à la politique intérieure, mais dont la principale victime pourrait être l'Ukraine. Le vote d'un nouveau paquet d'aide américaine est tout sauf garanti à ce stade. La bataille du Congrès, un rituel annuel, alors que les guerres se multiplient et que Joe Biden et Xi Jinping se rencontraient mercredi 15 novembre en Californie, la capitale fédérale a vécu cette semaine un nouveau compte à rebours budgétaire, pour éviter la fermeture du gouvernement fédéral à l'expiration des crédits au 17 novembre. C'est la deuxième fois en 2 mois, et cela devrait se reproduire à nouveau en janvier puis en février 2024, puisque le compromis trouvé est une trêve, non une loi budgétaire annuelle, dans un climat de plus en plus tendu entre parlementaires. Mardi 14 novembre, à chaque bout du Congrès, à la Chambre comme au Sénat, on a failli en venir aux mains. Un shutdown a donc été évité. Mais au prix du rejet de la requête présidentielle urgente d'une nouvelle aide budgétaire à l'Ukraine, Israël, Taïwan et à l'Australie, pour les sous-marins qui devaient être français, la réelle urgence concernait l'Ukraine, qui a quasiment épuisé les fonds votés par le Congrès. La demande de 60 milliards de dollars supplémentaires devait assurer à Kiev de tenir jusqu'à l'après-présidentielle américaine de novembre 2024, afin d'éviter un débat difficile en pleine année électorale. Les leaders démocrates et républicains du Sénat étaient alignés avec la Maison-Blanche sur l'importance de cette aide, et leur échec est donc un nouveau signe de faiblesse institutionnelle. Surtout, le fait même que plus d'1 mois après les attaques terroristes les plus meurtrières de l'histoire d'Israël, le 7 octobre, le Congrès américain n'ait pas pu se mettre d'accord sur un symbole de réassurance, est un signe révélateur de la polarisation politique et des dysfonctionnements qui en résultent. Un revers pour Biden, le choix de Joe Biden de lier dans une même demande les aides à l'Ukraine, à Israël et à Taïwan avait à la fois une dimension tactique, vis-à-vis du Congrès, et une dimension stratégique, correspondant à sa vision du monde. Tactique vis-à-vis du Congrès, et surtout de la Chambre républicaine, qui avait fait échouer en septembre un vote d'aide supplémentaire à l'Ukraine. En liant la demande à celle d'une aide de réassurance pour Israël, Biden espérait mettre les républicains au pied du mur. Cela n'a pas marché, mais la demande reflétait aussi la vision stratégique de Biden, développée à nouveau dans un discours à son retour d'Israël le 20 octobre, dans lequel il évoquait le moment international actuel comme un point d'inflexion de l'histoire, un de ces moments où les décisions que nous prenons aujourd'hui vont déterminer l'avenir pour les décennies à venir. Biden avait prévu, en septembre, de s'adresser à la nation pour appuyer sa demande d'aide supplémentaire pour l'Ukraine. Dans son discours, prononcé après le 7 octobre, il a choisi de faire un lien entre le mal et la brutalité des actes du Hamas et ceux de Poutine en Ukraine, parlant de menaces différentes, mais qui ont une chose en commun. Les deux veulent complètement annihiler leurs voisins, une démocratie. Pourquoi les Américains devraient-ils s'en préoccuper? Parce que, selon Biden, quand les terroristes, les dictateurs ne paient pas de prix pour leurs agressions, ils poursuivent leur œuvre de chaos et de destruction, et les coûts pour les États-Unis et le monde augmentent. Dans ce contexte, tout le monde regarde la réaction des États-Unis. Les adversaires, que ces nouvelles guerres, en Ukraine d'abord,
au Moyen-Orient désormais, ne cessent de rapprocher les alliés et partenaires, qui s'interrogent de plus en plus sur la capacité des États-Unis à respecter leurs promesses répétées. Mitch McConnell, leader républicain du Sénat, a repris exactement cet argumentaire, un alignement assez rare pour être souligné. L'absence de nouvelle aide n'en est que plus révélatrice, notamment de l'affaiblissement des leviers politiques traditionnels. Elle a aussi mis en avant la division très nette entre les élus républicaines de la Chambre et celles et ceux du Sénat, qui illustrent les rythmes électoraux différents. La Chambre est déjà trumpiste depuis les mi-termes 2022. Alors que le Sénat est en transition, témoin de l'évolution du Parti républicain, les sénateurs et sénatrices sont élus pour 6 ans, tandis que les représentantes sont en campagne permanente, soumises à réélection tous les 2 ans, et suivent davantage les humeurs de l'opinion publique. On a donc encore au Sénat des élus représentant l'ancien establishment républicain, favorables à un rôle américain actif dans le monde, alors qu'à la Chambre, la nouvelle génération trumpiste domine et affirme de plus en plus son anti-interventionnisme. Le sénateur J.D. Vance, symbole de la nouvelle garde trumpiste au Sénat, élu en 2022, critiquait McConnell et soutenait Mike Johnson et le leadership de la Chambre, plus en phase avec les électeurs républicains. MAGA Mike, un fondamentaliste chrétien à la tête de la Chambre, peu de gens avaient entendu parler de Mike Johnson, le nouveau speaker de la Chambre et 3e personnage de l'État, jusqu'au mois dernier. Il avait pourtant joué un rôle important dans la tentative de renverser les résultats de l'élection 2020. Il est surtout emblématique d'une nouvelle génération d'élus chrétiens ultra-conservateurs, convaincus que le christianisme est attaqué de toutes parts, et affirmant qu'il suffit de prendre une Bible pour comprendre sa vision du monde. Johnson définit l'avortement comme un holocauste et considère que les tueries de masse sont la conséquence de la légalisation du divorce, du mariage homosexuel et du féminisme radical. Élu en 2016, réélu dans une circonscription sans adversaire depuis, il n'a jamais présidé une commission et est le premier speaker élu avec aussi peu d'ancienneté. Dan Caldwell, vice-président du Centre pour renouveler l'Amérique, l'un des principaux nouveaux centres de réflexion trumpiste à Washington, qui prépare un retour de Trump aux affaires, expliquait dans un podcast récent que le renouvellement générationnel républicain à la Chambre permettait aujourd'hui d'entraîner une majorité du groupe républicain, par exemple contre l'aide à l'Ukraine et plus globalement sur la ligne America First définie par Trump. Cette base MAGA rejette les guerres, non seulement celles où des militaires américains pourraient être entraînés, mais plus largement toutes les guerres financées par les États-Unis. Une position qui a longtemps défini la gauche américaine, et qui est aujourd'hui dominante dans l'extrême droite trumpiste, sauf concernant Israël. Cette vision America First rejette le consensus de politique étrangère dominant aux États-Unis depuis 7 décennies, celui d'une puissance américaine bonne pour le monde car défendant le multilatéralisme et les principes directeurs de l'ordre international. Dans ce cadre, l'Ukraine est un problème de sécurité européen, pas une urgence internationale que les États-Unis devraient régler. Toujours selon Caldwell, il est tout à fait possible qu'il n'y ait plus d'aide pour l'Ukraine votée par ce Congrès. La difficulté croissante d'une politique étrangère multitâche, Anthony Blinken, secrétaire d'État, et Lloyd Austin, secrétaire à la Défense, en tournée en Asie pendant que les présidents Biden et Xi se rencontrent en Californie, doivent faire face aux doutes des partenaires asiatiques, qui s'interrogent sur la capacité des États-Unis d'honorer toutes leurs promesses de soutien, alors que le pays est politiquement déchiré en amont d'une élection présidentielle qui s'annonce extrêmement serrée. La question ne porte pas seulement sur la capacité de produire et de livrer et les armes et munitions promises, même si c'est un sujet très débattu, mais il s'agit aussi de l'attention des hauts responsables qui sont accaparés personnellement en cas de crise. On pense aux dizaines de rencontres et de déplacements du seul Blinken ces dernières semaines au Moyen-Orient. Ces inquiétudes sont aussi omniprésentes en Europe, où la capacité américaine de tenir ses engagements est mise en doute, surtout en cas d'un retour de Trump à la Maison-Blanche en 2025. Le en même temps à l'américaine, en version idiomatique. La capacité de marcher et mâcher du chewing-gum en même temps devient la réponse standard des diplomates sur des sujets aussi variés que la frontière mexicaine, le Moyen-Orient, la priorité Chine ou la Russie. Pourtant, l'administration Biden avait réussi à faire progresser son pivot asiatique malgré l'Ukraine, avec de nouveaux accords de sécurité avec les Philippines et l'Inde, une posture militaire renforcée en Indo-Pacifique, et des alliés ralliés à la compétition technologique avec la Chine.
Mais le Proche-Orient est venu se rappeler à une administration Biden qui croyait en sa stratégie sur place. Avec une certaine impression de déjà-vu, en 2000, George W. Bush en campagne déclarait déjà que, lui préside, la Chine n'aurait plus aucun doute sur leur engagement fort en Asie. Dans un article au titre évocateur, les États-Unis sont en train de perdre le contrôle. Stephen Wertheim, historien à la Fondation Carnegie, critiquait un président Biden qui n'avait rien appris des erreurs du pays. L'article portrait sur la guerre contre le terrorisme et Israël, mais l'avertissement concerne plus largement la vision du leadership international défendu par Biden, vision d'une politique étrangère activiste qui semble de moins en moins en phase avec les positions des électeurs et électrices américaines. Sur l'Ukraine, un sondage Gallup paru début novembre montrait que la proportion d'Américaines estimant que les États-Unis en font trop pour aider l'Ukraine était désormais de 41%, contre seulement un tiers soutenant la politique actuelle. 62% des républicaines sont hostiles au vote d'une nouvelle aide, contre 50% en juin dernier. Plus préoccupant pour Biden, 44% des indépendants les ont rejoints, un bond de 10 points en 4 mois. La position de la Maison-Blanche et de Mitch McConnell est de plus en plus inaudible à mesure que la guerre dure et que le front ne bouge pas. Et un Trump préélu pourrait mettre les États-Unis en stand-by de l'OTAN, voire retirer le pays de l'Alliance Atlantique, inaugurant un tournant isolationniste déjà apparent à la Chambre républicaine, autre réminiscence des années 1930. Des discussions début novembre n'auguraient rien de bon pour l'Ukraine.